toutes et tous. Merci de l'invitation. Je vais y aller assez rapidement après euh, l'introduction dithyrambique, jargonneuse même plutôt, qui a été faite par Claire sur ce que je fais. Chercheur en sciences sociales, je bosse beaucoup sur un projet de recherche, action, design qui s'appelle le Lab Accès. L'essentiel de ce que je vais vous dire ici, il est issu des recherches que je fais dans le cadre de ce projet. Un projet un peu hybride, un peu atypique, qui est hébergé par un laboratoire d'innovation publique, celui de la région Bretagne, qui est cofinancé État-région, qui s'appelle le T-Lab, et qui est mené de main de maître par Benoît Valory, donc qui bosse beaucoup aussi sur la transformation publique, adossé à l'école de travail social de Bretagne qui s'appelle Ascoria aussi, qui nous embauche pour un certain nombre de choses administratives. On a un périmètre de chercheurs là-dedans qui est un peu variable en fonction des études et des recherches qu'on fait. On est 5, 6, 7, 8 en fonction des besoins. On en est à, je sais pas, 10, 12, 14 projets de recherche avec une entrée thématique un petit peu, pas obsessionnelle, mais très centrée, qui est les effets de l'accès aux droits et aux services publics dans un contexte de dématérialisation. Donc je vais vous en reparler un peu parce que c'est un peu notre marque de fabrique de se préoccuper des questions d'inclusion numérique à partir des effets de la dématérialisation et de la digitalisation de l'État. Et entre autres gros projets intéressants là, sur lesquels on est en ce moment et qui débute, c'est de faire une recherche évaluative sur les effets au niveau territorial du recrutement de conseillers numériques France Service, qui est la dernière, quand même la dernière et puis un peu la première d'ailleurs, gros financement par l'État grâce au plan de relance d'une véritable politique publique de l'inclusion numérique qui jusque-là était quand même souvent des annonces ou des stratégies d'orientation et qui sont là maintenant quand même lourdement financées depuis un an, ce qui est un changement assez majeur et qui a des effets voilà, qu'on va pouvoir un peu évaluer. Alors on n'aura que 5 territoires et puis des enquêtes et puis des données statistiques quantitatives, mais intéressant de voir ce que ça va produire sur les territoires. Sans doute des choses un peu assez variées. J'aurais deux axes un petit peu là dans mon intervention. Revenir sur un historique de la dématérialisation, parce qu'en France, la publicisation, le fait qu'on s'intéresse à la question de la fracture numérique est quand même très directement lié à la dématérialisation des services publics. Ça aurait pu se faire dans un autre cadre, mais c'est pas celui-là. Du coup, petit rappel historique rapide parce que ça permet aussi d'éclairer très largement pourquoi on en est là maintenant et la logique de rattrapage dans laquelle on est quand même souvent sur ces questions-là. Éclairage dans un deuxième temps sur les médiations numériques, terme qu'on emploie beaucoup, tout autant qu'inclusion numérique, en les définissant assez rarement. Le travail d'un chercheur, c'est quand même souvent de redéfinir un peu les choses, enfin de voir quel est le sens qui est prêté à des notions et comment ça se matérialise notamment dans des situations ou dans des pratiques. Et les médiations numériques, enfin la médiation numérique est une chose relativement indéfinie, qui est un canal historique. On voyait une photo de Loïc Gervais qui est intervenu l'an dernier, qui est un médiateur numérique, canal historique, qui est là depuis 20 ans. Mais il y a 4000 conseillers numériques qui vont arriver, par exemple, quel effet ça va produire. On voit que ça pose pas mal de questions et c'est assez peu décrit finalement. Qu'est-ce qui fait médiation? Dans quel contexte il y a des médiations? Qu'est-ce que c'est que d'être médiateur numérique, etc. Et puis je finirai sur quelques enjeux et questions d'actualité, sachant que vous êtes très pourvu localement en stratégie locale, ce qui est déjà pas mal, mais peut-être des points d'éclairage qui seront retravaillés dans les ateliers. Je vais rester à un niveau un peu surplombant pour l'instant. Je pense que en retour synthèse, je pourrais rentrer un peu plus dans le détail. Et je vais essayer de le faire dans le timing pour pouvoir ouvrir à des questions. Voilà. Du coup, ça c'est le titre, j'aurais dû le faire avant. Alors, oui, les projets Lab Access, si je commence à en parler, ça va prendre l'heure, ça aurait pu être intéressant. Tout est sur notre site et tout est en Creative Commons, donc vous pouvez vous en saisir. C'est du CC BYSA, ce qui suppose que si vous le citez, si vous en l'utilisez, vous le citez, c'est tout. Voilà. Et il y a notamment ce projet de ce qu'on appelle notre moulinette, qui est l'équivalent, qui est un autre modèle que l'indice de fragilité numérique qui vous était présenté, et puis qui essaye, parce que c'est pas simple, de faire entrer surtout, alors du coup ça existe localement, ça vaut le coup d'en parler, dans les indices de fragilité, enfin dans la production de données au local sur le rapport au numérique des habitants. La chose la plus compliquée, c'est d'arriver à avoir des données fines, alors déjà sur le territoire en tant que tel. Tous les indices qu'on a sont des résultats d'enquête nationale et pas locale. C'est-à-dire que l'indice de fragilité numérique, il n'est pas produit à partir d'une enquête qui est faite sur la métropole d'Orléans, mais de résultats nationaux, et on projette
en l'occurrence les données au local. Mais ce qui est difficile, c'est de savoir où est l'offre. Voilà. La constitution de l'offre, une fois qu'on sait où il y a potentiellement des personnes qui sont en éloignement du numérique, quelle offre on a en face, ça, les données nationales sont généralement assez pauvres. Elles existent, mais elles sont assez pauvres. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à constituer une cartographie de l'offre, comme il y en a une qui est faite par Whittaker ici, de l'affiner, de l'actualiser, de s'entendre dessus, etc. C'est une démarche qu'on a menée dans le cadre de ce qu'on appelle le portrait A, qui veut dire portrait numérique de territoire dans le Lab Accès, qu'on a déjà fait sur un territoire rural de 3 communautés de communes et qu'on est en train de monter à l'échelle, comme on dit, sur toute la région Bretagne, avec la production, en l'occurrence, d'une moulinette, c'est-à-dire d'une interface qui vous permet de visualiser à partir des indicateurs qu'on a définis, nous, où sont les personnes qui sont en état de fragilité numérique. Nous, on dit plutôt vulnérabilité, et notamment e-administratif, parce qu'on se préoccupe très essentiellement de ça. Et ensuite, il y a une démarche à accompagner localement pour que les acteurs au local constituent les données de l'offre. Ce n'est pas du presse-bouton à cet endroit-là, ce qui suppose d'accompagner les acteurs. Parce que des cartographies, elles sont utiles si elles servent dans le temps, si les bases de données qui sont dessous sont actualisées. Sinon, d'une année à l'autre, vous avez une cartographie avec des données qui ne sont plus très bonnes et elles ne servent pas à grand-chose. Je vais y aller rapidement. Train lancé à marche forcée sur la démat. Je reviens là-dessus parce que réellement, c'est ce qui permet d'éclairer la situation dans laquelle on est aujourd'hui, même s'il y a le plan de relance qui a quand même pas mal modifié les choses. C'est une expression du défenseur des droits qui a beaucoup dénoncé, en l'occurrence, ce qui a pas mal été dit tout à l'heure préalablement, sur ceux qui sont laissés un peu au bord de la route de la société digitale et autres, mais surtout exclus de leur accès aux droits en raison d'une dématérialisation qui s'est faite très vite. Petit point un peu de définition, la dématérialisation, elle porte pas simplement sur des procédures, mais sur l'ensemble de la relation administrative. Si vous accompagnez des gens qui sont en difficulté numérique dans les démarches administratives, vous en êtes rendu compte, les prises de rendez-vous se font maintenant par Internet. Enfin voilà, tous les canaux, le canal de communication principal avec les administrations aujourd'hui est plutôt l'Internet, on va dire, le numérique, et parfois il est exclusif. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir un canal de communication offert en plus des autres, c'est-à-dire ne pas fermer les guichets et autres. Le choix qui a été fait ou qui n'a pas été fait, c'est qu'on est très rapidement passé à du 100% de dématérialisation exclusive, ce qui fait que les personnes qui étaient en difficulté avec le numérique se sont retrouvées exclues d'un coup. On aurait pu penser qu'il y avait des guichets qui restaient ouverts, et c'est comme ça que c'était pensé au départ, avec une voie d'accès physique pour ceux qui n'avaient pas envie d'aller vers des outils numériques, mais en l'occurrence, ça s'est fait très rapidement. Ce qui fait que ça a entraîné ce que j'appelle une obligation de connectivité dans l'accès aux droits, plus de possibilité de choix de son canal de communication. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, et on voit qu'on essaie on en revient un peu, puisque le discours quand même un peu critique en retour, et on voit que ça fleurit absolument à tous les niveaux, dans les journaux, dans la Gazette des communes encore ce matin, c'est de remettre de l'humain, etc. On aurait pu dématérialiser sans enlever l'humain, en l'occurrence. C'est un choix, non-choix qui a été fait. La dématérialisation en tant que telle, on sait qu'elle profite à un certain nombre, dont moi, sans doute pas mal d'entre vous ici. Elle aurait pu, en l'occurrence, tenir compte des préférences des usagers et réserver des canaux, en l'occurrence, qui n'étaient pas dématérialisés pour ceux qui le choisissaient. En tant que tel, c'est pas mal la dématérialisation, c'est plutôt la manière dont ça s'est mis en place qui a été un petit peu assez critiquable. Au niveau local, puisque ça fait quand même 5-6 ans maintenant que je suis sur le terrain sur ces questions-là, après avoir beaucoup analysé le non-recours au droit, ça a produit un effet de choc très fort. C'est sans doute un résultat de cet effet de choc qui fait qu'il y a aujourd'hui un réseau ici et que vous êtes approprié cette chose-là. Au niveau des acteurs locaux, parce que l'État ou les grands organismes de sécu n'ont pas réellement engagé des phases de concertation avec les acteurs locaux pour préparer, annoncer que cette dématérialisation arrivait, sur quoi elle allait porter, comment vous alliez pouvoir y répondre vous localement en première ligne, qui il fallait former, quel était l'état de compétence numérique des usagers. Enfin, tout ça n'a pas été fait, d'où le côté train à marche, lancé à marche forcée, et la réaction de choc et parfois de sidération de beaucoup d'acteurs de première ligne, à se dire on voit débarquer des gens qui nous demandent d'aller sur des trucs Internet. Ça pose tout un certain nombre de questions et de soucis sur lesquels je reviendrai. Ce qui est très notable aussi quand on regarde la manière dont ça s'est fait, c'est que pour le coup, il y a une dématérialisation des services publics comme s'il n'y avait pas de question de fracture numérique, ce qui est quand même assez étonnant dans les textes. Pour le coup, c'est que ça n'était pas le problème de la modernisation de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas
Il aurait pu avoir, et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que maintenant il y a une politique d'inclusion numérique, on aurait tout à fait pu penser des politiques d'éducation au numérique, même, chose qui était annoncée au niveau européen. L'inclusion au numérique, ça date de 2002 dans les textes européens, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il y aurait pu avoir une politique d'éducation au numérique large, pas simplement sur les collèges, et d'ailleurs ça n'a pas été beaucoup fait, mais vraiment large à l'ensemble de la société, et mettre en place ensuite une dématérialisation progressivement, mais qui avait été préparée en l'occurrence par une phase un peu d'éducation. C'est pas du tout ce qui a été fait parce qu'il n'y a pas eu de politique d'éducation numérique en France réellement. On s'est dit que voilà, sur ce qu'on appelle un postulat un peu technophile de diffusion des techniques, que les gens allaient apprendre par eux-mêmes. Ce qui est une erreur. Donc on voit bien aujourd'hui, certains apprennent par eux-mêmes, notamment ceux qui travaillent et qui ont des outils bureautiques, et encore et parfois de manière un peu hétérogène. Les jeunes ont eu, grâce au Web 2.0, un accès au numérique, notamment par les smartphones, mais on voit que quand on change de terminal de connexion et qu'on prend des ordinateurs, on n'a pas du tout les mêmes aisances, etc. C'est quand même assez étonnant qu'il y ait eu une aussi faible anticipation au niveau de l'État, en l'occurrence, de l'éducation numérique en France. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais voilà, c'est quand même aussi un peu à souligner. Pour aller rapidement, je pense que c'est des choses que vous savez, mais j'insiste sur le fait qu'elles sont importantes à avoir en tête pour comprendre ce qui se passe un peu aujourd'hui. En l'occurrence, quand on regarde qui est le plus éloigné du numérique, on voit que ça produit, en l'occurrence, le numérique, ce qu'on appelle plutôt en sciences sociales, les inégalités numériques plutôt que la fracture numérique, qui a un côté un peu définitif. Alors, on n'aime pas bien ce terme-là, comme si on était d'un côté ou de l'autre. Les choses sont généralement un peu plus fluides, on passe d'un côté à l'autre. Ce qu'on peut quand même dire très clairement, c'est que, pour le coup, ceux qui sont le moins dotés en capital social, culturel, matériel, sont plus exposés à la déconnexion. J'enlève d'ici la déconnexion volontaire, qui est un peu une lubie de chercheurs à vouloir montrer qu'il y en a qui revendiquent leur déconnexion, certes, mais ils ne représentent pas grand-chose dans le paysage. Donc je les mettrai de côté, ceux qui ont choisi de se déconnecter. Parfois, ils se déconnectent parce qu'ils arrivent à déléguer en plus leur connexion à d'autres. Donc je ferme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans l'ensemble. C'est comme dans ceux qui sont en non-recours au droit. Il n'y en a pas beaucoup qui choisissent d'être en non-recours au droit. Donc voilà, moins on est doté en capital, plus on est exposé. Et du coup, plus on est précaire, plus... Par ailleurs, on a de démarches administratives à faire parce qu'en France, on a un système assez protecteur où il y a pas mal d'aides sociales. Ce qui fait qu'il y a un effet direct de corrélation et assez mécanique. Plus vous êtes précaire, plus vous dépendez des aides sociales, plus vous avez de démarches administratives en ligne à en faire et plus il y a des chances que vous ne les fassiez pas. C'est un truc qui aurait quand même pu être anticipé, ça aussi. J'ai un peu coutume de dire qu'un médecin fait à peu près 10 à 15 fois moins de démarches administratives qu'une personne au RSA. Je pense que je suis pas loin de la réalité, même si plus ça va aller, moins ça va être vrai, parce qu'il y a de plus en plus de démarches qui sont dématérialisées, donc ça perd un peu de sa réalité. On a aussi un regard sur l'état de la déconnexion en fonction de l'obligation qu'on a à faire des démarches. Pour les acteurs de terrain, il est assez clair que quand on pouvait faire ses impôts, quand il n'y avait pas besoin de faire de la télédéclaration d'impôts, il y a tout un type de public qu'on ne voyait pas en demande d'accompagnement aux démarches administratives. À partir du moment où il y a obligation de télédéclaration, on va sortir des tas de gens qui ont des difficultés à faire, qui avant n'avaient pas de problème pour le faire. Et je vous annonce que vous allez voir plein de gens pour le dossier médical partagé, qui doit être mis en place à peu près en ce moment, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de gens, parce que l'assurance maladie, ça concerne tout le monde, la CAF un peu moins, qui vont... Voilà, le besoin va ressortir en fonction de l'obligation à faire certaines choses. L'autre chose qu'on voit bien aussi, c'est qu'il y a des inégalités territoriales qui sont fortes, pas simplement au niveau des réseaux, elles existent. Alors il y a les zones blanches ou grises, il y a un deuxième niveau de fracture qu'on appelle un peu matériel de premier niveau, c'est que maintenant, c'est surtout la différence de débit qui joue. Il y a des enjeux très forts à avoir la fibre, etc., notamment pour des raisons économiques, mais pas que. Donc ça crée très clairement une inégalité territoriale, parce que les seuls guichets institutionnels qui demeurent sont généralement dans les villes-centres ou préfectures, ce qui fait que quand on est en milieu rural, on a un coût d'accès à un accompagnement qui est beaucoup plus élevé, même s'il y a là aussi des dispositifs qui ont été mis en place, notamment les espaces France Service. Et l'autre inégalité territoriale qui est liée à ça, à des questions de densité, c'est que les possibilités d'accompagnement sont bien moindres en milieu rural, pour le coup qu'en milieu urbain. On n'est vraiment pas du tout sur les mêmes enjeux. Dès qu'on est en milieu rural, on s'en rend compte. La question de la mobilité vient s'imposer. Comment on fait pour qu'une personne qui habite seule dans un hameau, elle aille jusqu'à l'éventuelle offre d'accompagnement qui est à 15 km alors qu'elle n'a pas de permis de conduire. Donc on voit que là, au niveau territorial, si... en l'occurrence, c'était l'un des maîtres mots pour le coup des modernisateurs un peu de tous les services publics, c'est la substitution de la notion d'accessibilité permanente à ce qui était la proximité avant. Alors, il y a eu beaucoup de thématiques de la proximité dans les services publics.
est venu se mettre à la place la notion d'accessibilité voilà, permanente 24/24. Cette accessibilité-là 24/24, elle suppose qu'on puisse être connecté. Dès lors qu'on n'est pas connecté, le coût d'accès est beaucoup plus élevé pour les personnes. Ce que change la relation, la dématérialisation de la relation administrative, donc c'est cette obligation d'être connecté, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, aussi bien du point de vue des usages, enfin des équipements que des usages. On s'est beaucoup occupé au départ, en termes de fracture numérique, et les pouvoirs publics en particulier, sur les tuyaux, ce qu'on appelle, c'est-à-dire amener le réseau, avoir des modems, etc. On s'est rendu compte au bout d'un certain temps, et notamment ça a beaucoup changé avec les smartphones, que c'est pas parce qu'on avait des équipements qu'on avait tous les mêmes usages. Donc on note qu'il y a des différences dans les usages, et les digital divide, le digital native est un bon exemple. Les jeunes ont des usages extrêmement fréquents, voire quasi permanents, en l'occurrence des outils numériques, mais ils ont un spectre d'usage qui est assez limité, ou tout au moins, il est limité à la hauteur de leur appartenance à des classes sociales. En l'occurrence, on retrouve des effets d'inégalité sociale très souvent. Et ce que change la dématérialisation, c'est qu'elle suppose une double autonomie. Et ça, j'insiste là-dessus. Pour être, en l'occurrence, autonome dans l'e-administration, il faut être autonome numériquement et administrativement. Ce n'est pas du tout les mêmes publics. Enfin, on voit très bien qu'il y a des publics qui sont ou l'un ou l'autre, autonomes numériquement mais pas administrativement, les jeunes, autonomes administrativement mais pas numériquement, les personnes âgées, et des personnes qui sont autonomes ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas les mêmes publics, ce n'est pas les mêmes acteurs à mettre en place, et du coup, ce n'est pas les mêmes finalités. Il y a un double implicite dans cette autonomie numérique-là. Ce que la dématérialisation porte aussi, ça c'était un peu l'inversion de la charge de la preuve, c'est ce qu'on appelle les exigences numériques, nous, un peu au Lab Accès. C'est tout ce qui est exigé de l'usager pour qu'il puisse accéder à ses droits. C'est-à-dire tout ce qu'il est supposé savoir faire, sachant qu'il a déjà un outil de connexion quelque part, en l'occurrence pour parvenir à réaliser sa démarche. Vous qui accompagnez, s'il y en a qui accompagnent ici, ils le savent par cœur. Le problème, ce n'est pas la dématérialisation d'une interface, c'est que le fait que pour faire cette démarche-là, il faut avoir un compte, que pour avoir un compte, il faut avoir un mail, que pour avoir un mail, il faut savoir utiliser un mail, il faut aller chercher les spams, il faut faire attention au phishing, etc., etc. Donc on tire des fils. Les interfaces elles-mêmes, on peut se dire, oh là là, elle est mal fichue. C'est vrai, c'est une question d'ergonomie. Mais pour pouvoir utiliser cette interface, il y a tout un ensemble de démarches qu'on doit être capable de faire en amont. Ce qui fait qu'on ne peut pas simplement montrer à la personne, rentrez votre chiffre ici, si on veut qu'elle sache faire une démarche. On doit lui expliquer comment on utilise une boîte mail, comment on trouve une pièce à télécharger dans le dossier, comment on arrive à joindre une pièce, etc., etc. Donc on tire des fils. Et ces exigences numériques-là, il est important de les mettre en évidence, en l'occurrence, si on veut rendre visible et formaliser quoi faire en termes d'accompagnement, et éventuellement aussi renvoyer aux organismes qui dématérialisent la difficulté dans laquelle ils placent les usagers et les accompagnants. Parce que les organismes dématérialisants sont quand même souvent un peu absents des discussions. Ce que méconnaît très clairement ces dématérialisations, j'insiste là-dessus, le numérique administratif, c'est pas le numérique, quoi. On peut être capable de faire du Skype ou d'avoir un blog ou d'écouter de la musique ou de je sais pas quoi, de faire des jeux vidéo. C'est pas pour ça qu'on va savoir faire avec sa télédéclaration d'impôt. Parce que c'est de l'administration. Ça suppose tout un ensemble de choses, merci, qui ne sont pas du numérique. On peut avoir des compétences numériques et être complètement paumé sur le site de la CAF. Ça n'a pas grand-chose à voir. C'est comme si pour parler français ou écrire français, votre test de passage, c'était d'écrire un recours à une administration. Voilà. Je pense qu'il y a un paquet parmi nous qui serait un petit peu embêté. Donc c'est un monde spécifique. Il ne faut pas se dire que les compétences numériques sont transférables dans l'accompagnement des démarches administratives. On est dans un monde administratif qui a ses normes propres. Il y a des professionnels qui sont formés pour nous expliquer comment ça marche. Et on n'arrête pas de dire tout le temps que c'est compliqué. Et heureusement que moi je comprends parce que je ne sais pas comment font les autres. C'est vraiment propre à ce monde et à cet univers-là. Et c'est ce qui fait que ça génère aussi des besoins qui sont spécifiques. C'est quand même très caractéristique quand on regarde comment ça se déroule à des lieux où il y a de l'accompagnement administratif. Pour avoir fait une enquête, moi, dans un espace mixte CAF, CEPAM, assurance maladie et caisse d'allocation familiale, il y a déjà 4-5 ans maintenant, on avait fait passer un questionnaire à toutes les personnes qui arrivaient pendant 4-5 jours. On a quand même eu 500 questionnaires de personnes qui étaient là, d'usagers. Si on écoute le discours des administrations, généralement sur le type d'usager qui se rend à des guichets d'accueil physiques, ce qui suppose qu'ils existent encore, c'est que c'est des personnes qui sont éloignées du numérique et qui ont besoin d'un contact physique. Résultat de notre enquête, il y avait 75% des personnes qui étaient là, qui étaient usagères d'Internet quotidiennes. Donc ce qu'elles venaient chercher, elles ne venaient pas là parce qu'elles ne savaient pas utiliser Internet, elles venaient là parce qu'elles avaient besoin d'avoir une validation que ce qu'elles faisaient était juste et n'allait pas entraîner des problèmes derrière.
C'est ce que, pour le coup, We Take Care, en Seine-Saint-Denis, il y a très longtemps, déjà avait appelé le peur du clic administratif, qui est assez juste. C'est que la validation de est-ce que j'ai bien fait jusqu'à la fin, en l'occurrence, enfin, ça concerne énormément des gens qui ont besoin d'aide administrative, sachant qu'il y a aussi des gens qui sont totalement perdus à distance, c'est entendu. Mais c'est ce qui fait que quand on regarde qui a des usages numériques en France et qu'on regarde qui a besoin d'accompagnement des démarches administratives, on passe de, je sais pas, de 15-16% à quasiment 40% au niveau même national dans les statistiques. On est dans un univers très spécifique. Les effets de la démat, quels ont-ils été alors d'abord sur les acteurs de première ligne, parce que ça a été quand même l'effet principal, c'est ce que je vous disais sur l'effet de choc, et ça on n'a pas beaucoup d'enquêtes là-dessus, mais on en a quand même quelques-unes, notamment une commandée en l'occurrence aussi par Emmaüs Connect de 2017 initialement. Il y a eu un transfert de charges sur les acteurs de proximité. Grosso modo, puisque les organismes qu'on dématérialisait n'ont pas mis en place des accueils pour accompagner tous leurs usagers qui ne savaient pas faire, eh bien, ces usagers, dans le meilleur des cas, sont reportés sur les acteurs proches pour leur demander de le faire. Et c'était très très large. Je les ai listés ici, il y en a d'autres et ça dépend un petit peu des territoires. Ce qui fait que l'exigence de connectivité qui était adressée aux usagers, elle s'est reportée sur les intermédiaires. Ce qui initialement, alors il y a eu un effet tabou là-dessus. En fait, ce que ça a révélé, ce que ça révèle maintenant, c'est que ça a montré aussi les fragilités numériques des professionnels. Mais dans un premier temps, on s'est surtout occupé des fragilités numériques des usagers. Maintenant, c'est quelque chose dont on se rend compte et il y a quand même pas mal de mouvements pour former les agents intermédiaires au numérique, parce qu'ils n'ont pas eu de formation là-dessus généralement, mais ce qui les mettait parfois bien en peine. L'autre chose qui était assez manifeste, c'est que ces acteurs, voyant venir une demande d'aide, dans la mesure où ils sont en proximité et au contact, ils ont beaucoup de mal à la refuser s'ils ne sont pas capables de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont été engagés par les demandes et après, en faisant un peu ce qu'ils pouvaient selon leur capacité numérique ou pas. L'autre effet qui est assez manifeste et pour le coup qui est très intéressant et qui perdure et qui, je pense, va aller en s'accentuant plutôt, c'est ce que j'appelle un double débordement croisé. Grosso modo, les usagers qui sont allés vers le travail social ont mis à l'épreuve les travailleurs sociaux des exigences numériques. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux ont été placés devant un peu l'obligation de maîtriser les outils numériques pour accompagner d'un point de vue social. Et à l'inverse, ceux qui étaient dans l'accompagnement numérique se sont retrouvés plongés dans un univers administratif avec lequel ils avaient généralement à peu près rien à faire, sinon pour des démarches assez courantes. Très manifeste dans les EPN, extrêmement manifeste dans les bibliothèques, qu'on vu arriver des tas de gens avec des problèmes administratifs alors qu'avant ils n'en avaient pas du tout. Et du coup, on a vraiment un effet de croisée d'exigences. Ceux qui maîtrisent le numérique ont dû acquérir des compétences administratives et lycée de Versailles, avec un effet de tension très fort dans le travail social où ça fait l'objet de fortes remises en cause des professionnalités, de la légitimité de l'intervention. Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que je suis responsable s'il y a un problème? Jusqu'où je vais dans cet accompagnement? Est-ce que c'est pas à la CAF ou aux impôts de faire ça, etc. Tensions desquelles on n'est pas complètement sorti aujourd'hui, même s'il y a pas mal de discussions sur ces aspects-là. Quand on regarde du point de vue de la médiation numérique, que je mets avec des guillemets parce qu'il y a un vrai enjeu de définition, et qu'on regarde un petit peu historiquement, c'est-à-dire sur ces 20 dernières années par rapport aux médiateurs numériques, animateurs multimédia dont Loïc Gervais était et autres, c'est que ça a généré un besoin de médiation absolument phénoménal. On est passé de propositions d'offres d'éducation au numérique dans des centres sociaux, des EPN ou autres, à un besoin de médiation de la part de la population, dans des proportions qui sont sans commune mesure pour le coup. Là-dessus. On est vraiment passé là. Il y avait une offre de médiation numérique dans des lieux EPN, associations, éventuellement bibliothèques, ça dépendait beaucoup des personnes et autres, à la nécessité de répondre à un besoin et un afflux absolument majeur. Ce qui bouleverse pas mal le petit monde en voie d'institutionnalisation de la médiation numérique. Ça a vu aussi sortir des acteurs nouveaux. Je connecte notamment les points d'information médiation multiservice. Je ne sais pas si vous en avez ici, les PIM se sont beaucoup repositionnés là-dessus alors qu'ils venaient de la médiation sociale. Les bibliothèques se sont posées localement la question de est-ce que c'est à nous de le faire ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement maintenant assez uniforme après quelques années de doute pour s'ouvrir plutôt sur c'est un équipement qui s'ouvre généralement sur les habitants et pour assumer cette charge-là. Il y a pas mal de conseillers numériques France Service qui sont placés dans des bibliothèques, dans ce que j'ai pu voir un peu. Donc, je pense que la bibliothèque sera l'un de ces équipements. Mais il y a de nouveaux acteurs qui n'ont pas nécessairement eu de formation à la médiation numérique initialement, mais qui sont en fonction de médiation numérique.
Et puis, du coup, ça génère des enjeux très, très forts de définition parce qu'on a des personnes placées en situation de médiation numérique qui n'ont pas du tout les mêmes parcours, pas les mêmes trajectoires, qui ne sont pas du tout aux mêmes endroits et qui parfois font la même chose. Et en termes de compétences, de moyens et autres, ça pose pas mal de questions. Si on regarde justement un peu les... Je vais vite parce que j'ai pas l'heure là-dessus. Ah oui, il faut que j'aille vite, canon, décidément. Euh, la médiation numérique, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à définir de manière homogène et unique. Pour aller un peu rapidement, ça réfère à des finalités qui sont très diverses, de l'accompagnement à la déclaration d'impôts, en l'occurrence à l'acquisition d'une culture numérique ou de l'éducation numérique. Donc voilà, le spectre est très large. C'est quelque chose qui est très peu défini par rapport aux autres médiations. Il y a une définition de la médiation sociale, il y a une définition de la médiation familiale. On n'a pas de définition réellement de la médiation numérique, même s'il y a la charte, en l'occurrence du réseau de la médiation numérique, mais qui date déjà, qu'on avait lancé une, elle n'a pas été reprise, elle n'est pas marquée. On définit très rarement les limites. Quand est-ce qu'elle commence la médiation, où elle s'arrête, et ça a son importance dans les parcours d'accompagnement. Et puis, il n'y a pas de reconnaissance institutionnelle à ce jour du médiateur numérique. Les conseillers numériques reçoivent une formation qui leur permet de valider un degré du diplôme, enfin du code ROM, de la profession de responsable d'espace public numérique, mais ça ne vient que maintenant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait mettre en profil de poste médiateur numérique, mais ça correspondait à peu près au code ROM, ce qui posait parfois des difficultés, qui n'entraînait pas une très forte reconnaissance institutionnelle et qui faisait que c'est généralement des gens assez peu, voire mal payés, quand ils n'étaient pas complètement bénévoles ou service civique, ce qui était quand même beaucoup le réflexe de l'administration. Ça veut dire que ceux qui faisaient de la médiation numérique depuis 20 ans ont vu qu'on prenait des gens en service civique ou des bénévoles pour faire ce qu'ils faisaient comme travail avec les compétences qu'ils avaient acquises, ce qui parfois crée un petit peu des tensions. Quand on regarde, alors, je vais aller assez vite, mais quand on essaie de décrire ce que c'est que la médiation numérique, et notamment les offres de médiation numérique, c'est un aspect qui est important quand on veut faire des cartographies de l'offre locale, c'est qu'on se rend compte que c'est extrêmement pluriel et hétérogène. On a des choses très différentes. Moi, j'ai listé celles qu'on a trouvées là sur nos 6 structures faisant de la médiation numérique dans notre enquête. On a des ateliers de la formation, de l'animation, des accueils, accompagnements individuels, des ateliers de réparation numérique, de la fabrication numérique, ça fait aussi partie de la médiation numérique, des événements, etc. Et globalement, quand on regarde un petit peu notre tableau, on voit des lieux qui proposent des choses différentes, où il y a une multiplicité d'offres, qui a plutôt une tradition de médiation numérique, et puis des lieux qui proposent une seule chose, et généralement l'accompagnement aux démarches administratives. Les espaces France Service, typiquement, ne font que ça. Si vous cherchez à avoir des données, à avoir un apprentissage des outils numériques ou savoir ce que c'est que la traçabilité des données ou des grandes plateformes d'économie numérique, c'est pas dans les espaces EFS que vous trouverez ça. À l'inverse, vous pouvez trouver ça dans des EPN. Il y a des configurations de médiation qui sont très différentes. Ça me semble important parce que du coup, on est souvent dans le flou quand on parle. Quand on est du côté de la description et des projets d'offres, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand on regarde la réalité de ces offres-là, elles sont extrêmement variées. Il y a au moins... Alors, je pense que c'est l'un des principaux. Je ne suis pas complètement satisfait des dénominations. Il y a 2 types de médiations qui interviennent. Il y a des médiations spontanées et des médiations programmées. La spontanée, c'est je suis conseiller numérique placé au CCAS d'Orléans et j'accueille toutes les demandes de personnes qui ont un problème avec leur démarche administrative. C'est la demande de la personne qui génère le besoin de médiation. Quand on est dans le cadre d'une médiation programmée, c'est je fais un atelier sur l'acquisition des compétences de base. Il y a 3 ateliers ou 6 ateliers ou 8 ateliers de temps. J'ai un programme. Les gens viennent sur un programme qui est défini, sur des espaces-temps définis. Et du coup, ils viennent et ils se placent dans une proposition qui a été faite par le médiateur. On est sur 2 configurations qui n'ont strictement rien à voir. Parce que la personne qui vient dans un cas et dans l'autre, elle n'est pas du tout dans la même configuration psychique pour apprendre des choses ou pas. Ce qui est le point décisif, en l'occurrence, de mon intervention, et qui revient très fortement sur le terrain et qui va aller, je pense, encore en augmentant avec les CNFS. Voilà. Il y a des médiations qui sont individuelles, en accompagnement ou des médiations collectives. Apprendre en atelier ou apprendre seul, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, il y en a qui se font dans des espaces ouverts et d'autres dans des espaces qui sont dédiés. Il y a eu beaucoup de problèmes de confidentialité sur des accompagnements aux démarches administratives qui se faisaient dans des lieux extrêmement ouverts et qui bloquaient beaucoup les usagers qui n'avaient pas envie, typiquement dans un hall de bibliothèque, que des personnes passent autour et voient que la personne qui était là, dans une petite commune, qui avait une demande qui était faite sur des impôts ou de la CAF, on n'a pas envie de montrer ça à tout le monde. Et en l'occurrence, ce sont des freins assez forts, ça, c'est-à-dire qu'on a des équipements parfois, on ne le pense généralement qu'à la fin.
on se dit, c'est chouette, on a un poste informatique pour accompagner les gens, on a des personnes pour accompagner les usagers, mais on ne pense pas du tout où est-ce qu'on va mettre le truc. Alors qu'il faudrait commencer par ça. Parce que si vous mettez le poste informatique avec la personne qui accompagne au mauvais endroit, les usagers ne viendront pas. En l'occurrence, ou partiront rapidement. Et ils poursuivent des finalités différentes. Ce qu'elles permettent ou pas, ça c'était pour le coup le résultat principal, je pense, de notre enquête sur la médiation numérique. Tous les médiateurs numériques nous ont dit que les accompagnements individuels qu'ils faisaient dans ce qu'ils appellent les espaces libre-service, c'est-à-dire qu'il y a des grandes plages disponibles avec de l'équipement et ils ont la possibilité, les usagers habitants ont la possibilité de solliciter des personnes pour accompagner. Pour les usagers qui sont éloignés des questions numériques, ça ne permet pas de faire des médiations au sens des médiateurs numériques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire avec les gens. Une personne qui ne sait pas utiliser un clavier, dans le cadre d'un accompagnement tout venant, vous n'avez pas le temps de faire de la médiation, c'est-à-dire de faire avec la personne. Sinon, ça prendrait éventuellement 18 heures. Et la personne qui est là pour accompagner les 17 postes informatiques, elle n'a pas le temps de faire un accompagnement aussi serré. Ça veut dire qu'il faut faire du pas à pas et qu'il faut s'orienter vers un apprentissage pas à pas pour que la personne arrive à faire les choses un peu en autonomie et qu'on l'accompagne dedans. Du coup, ils se retrouvent très souvent, pour des raisons de contraintes temporelles, ces agents-là à faire à la place, aussi parce qu'ils n'ont pas envie de forcer les gens, mais ce n'est pas le sens de la médiation. Quand on fait de la médiation, pour les médiateurs numériques, qu'ils soient patentés ou pas, on ne fait pas à la place des gens, on fait avec eux. Et à l'inverse, ceux pour lesquels la médiation est en un sens réussie, c'est-à-dire qu'on arrive à faire rapidement, c'est des usagers qui ont des compétences numériques, qui avaient besoin de cette petite réassurance. Et la médiation, dans ce cas-là, elle porte surtout sur l'administratif, pas du tout sur du numérique. Et on voit que cet aspect-là, ça questionne très différemment les professionnels. Ceux qui viennent de la médiation numérique sont plutôt frustrés de cet état de fait. Pour le coup, il y a une ville, Rennes, pour ne pas la nommer, qui a mis en place des médiateurs numériques avec l'objectif de former les gens au numérique, grosso modo, et qui se sont retrouvés à faire essentiellement de l'accompagnement et des démarches administratives. Et il y a beaucoup de ces médiateurs qui sont partis, parce que ce n'est pas pour ça qu'ils avaient signé. Eux, ils ne voulaient pas faire du CAF.fr toute la journée, ils voulaient amener les gens vers des outils numériques. Donc là, ça nourrit souvent une frustration quand on a un ancrage médiation numérique. À l'inverse, les acteurs, et notamment dans les PIMS qui viennent de la médiation sociale, ce n'est pas quelque chose qui est plus problématique que ça, parce que ce qui compte, c'est d'établir un lien avec la personne et de l'accompagner pas à pas. Il y a la possibilité de l'avoir dans le temps. Si les gens ne sont pas autonomes numériquement, c'est pas dramatique. On fait à la place pour finalement faire un peu avec et surtout pour conserver le lien, parce que la finalité, c'est d'avoir des liens avec les personnes et les remettre en route d'un point de vue social. Donc on voit que les enjeux ne sont pas les mêmes et les tensions non plus. Le fait de contexte de la demande qui est très fort quand on va regarder ces lieux-là, c'est que la principale demande des publics, c'est pas je veux apprendre Internet, c'est je comprends rien à ma feuille d'impôt. Et j'ai besoin qu'on résolve mon problème. Les gens ne viennent pas pour apprendre, ils viennent pour qu'on résolve leurs problèmes. Si vous n'en êtes pas encore rendu compte, il faut se mettre ça en tête. La plupart des publics qui sollicitent de l'aide viennent pour qu'on résolve leurs problèmes. Ils ne viennent pas pour apprendre l'informatique, le numérique ou les outils de plateforme en termes statistiques. Ceux qui sont très éloignés, ils ont des réticences très fortes à entrer dans des démarches d'apprentissage parce que c'est un coût cognitif extrêmement élevé. Pour le coup, c'est pas du tout la même chose d'aller demander le DEN parce qu'on est perdu à un moment et de se dire je vais partir sur un certain nombre d'ateliers pour apprendre le numérique. Comme vous savez, on a vu un peu dans les statistiques, moins on a de diplômes, plus on est déconnecté. Moins on a de diplômes, moins on a l'habitude d'apprendre des choses, moins on a des automatismes d'apprentissage et du coup, plus c'est coûteux psychiquement de se dire qu'on va apprendre. Il y a des freins psychologiques qui sont très forts, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les capacités des gens intellectuelles. Par contre, quand on a 22 ans et qu'on sort de l'université, on a l'habitude d'écouter des trucs pour apprendre. Mais par contre, il y a des freins psychologiques du « je ne serais pas capable d'apprendre ». Il y a toujours une sous-estimation de ces capacités chez les personnes précaires qu'on retrouve dans toutes les enquêtes psychologiques. Du coup, c'est un frein qui est extrêmement fort de se dire on va engager la personne pour qu'elle devienne autonome, qui est le maître mot quand même dans nos affaires-là. Venir pour apprendre et venir pour résoudre un problème, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations psychosociales, j'insiste là-dessus, parce que on note que c'est l'un des problèmes principaux des médiateurs numériques, c'est comment on fait, tu parlais d'enrôlement clair, moi je parle aussi d'enrôler les gens, c'est-à-dire les mobiliser à leur propre mobilisation, qu'ils aient envie d'apprendre, de les concerner à leur concernement. Ils sont concernés par les effets de la société numérique, il faut qu'ils se sentent concernés à apprendre en fait, et ça ne va pas de soi. Je vais aller un peu là-dessus.
Bon, ça va, je suis pas mal. Euh, c'est d'autant plus important de parler des publics, de leur mobilisation, de leur motivation, que c'est un aspect qu'on passe très souvent sous silence, enfin, qui est totalement absent en l'occurrence, de la définition de la médiation numérique. Alors, le propre d'une médiation, en l'occurrence, c'est d'être dans une relation, enfin, d'assumer, quels que soient les champs dans lesquels on le regarde, une fonction tierce, intermédiaire, neutre ou pas, ça dépend un peu de ce qu'on y met. Mais en l'occurrence, on fait toujours médiation entre un point A et un point B. On est une personne qui organise une médiation entre un point A et un point B, et l'un des points, c'est l'usager. Ça veut dire que l'usager il définit très très clairement ce qu'est la médiation. Si vous êtes là, médiateur numérique, pour faire apprendre aux usagers les plateformes collaboratives et que l'usager il veut que vous fassiez sa feuille d'impôt, votre médiation, elle ira, ou alors vous refusez de faire la médiation, ou alors vous répondez à la demande de l'usager. Donc il codétermine très clairement, enfin très explicitement, en quoi consiste la médiation. Dans le cadre de médiation familiale, c'est la même chose. Il y a une position de tiers qui n'assure pas du tout la finalité, la résolution du problème. Ça dépend beaucoup des gens qui sont là et de la manière dont ils investissent ou pas la médiation. Ce qui veut dire que l'offre de médiation, in fine, ce qu'elle est réellement, est très largement définie par les publics de cette médiation-là. Et du coup, ça renvoie très fortement à l'endroit où elles ont lieu, au contexte un peu que j'ai évoqué tout à l'heure, aux configurations spatiales, aux situations, etc. Parce qu'une offre, et ça c'est l'un des points d'alerte principaux que je mettrais, quand on arrive à construire des partenariats du réseau, à s'emparer d'une question au niveau local et à construire un projet, on a l'impression qu'on a fait l'essentiel du travail. C'est-à-dire qu'après, on pense la mise en œuvre des choses et on ne fait pas toujours l'évaluation derrière. J'ai vu des tas de projets, d'offres de services divers et variés, d'accompagnement des gens qui ne rencontraient pas leur public. J'ai bossé 15 ans sur le non-recours. N'importe quelle offre, aussi bien fichue soit-elle, aussi bien pensée et bienveillante soit-elle, n'a aucune assurance de rencontrer son public si on ne pense pas la communication sur l'offre. Ça, du coup, je vais un peu enchaîner. Je passe un peu plus vite, mais la communication sur l'offre, j'ai vu qu'il y avait une campagne de communication qui était annoncée. Ça me paraît une bonne chose. Et je pense que d'une manière générale, sur les conseils numériques, c'est ce qui va se passer. C'est que le problème, c'est bien qu'il soit là, mais il va falloir que les habitants aient connaissance qu'il y a une offre à un endroit. Et comment on fait parvenir l'offre et à qui. Il y a aussi aux professionnels, mais il ne faut pas se dire parce qu'une offre existe, les gens la connaissent. C'est le principe de, pour le coup, c'est la surprise principale sur les questions de non-recours. On se dit, il y a des offres publiques, les gens sollicitent les offres publiques qui sont faites pour eux, puisqu'ils sont ciblés par des offres publiques. Et ben en fait, non. Enfin, sur le RSA, on était à 68% de personnes qui ne demandaient pas le RSA. Donc, alors, il n'y a pas simplement un problème de communication, mais c'est 2 tiers des personnes qui ne le demandent pas. Sans parler du fait qu'on pense que les pauvres, généralement, abusent du système de sécurité sociale. On se rend compte que c'est loin d'être le cas. C'est pas parce qu'une offre existe que les gens la connaissent. Il y a un enjeu extrêmement fort de visibilisation, de communication de ça. Ça ne veut pas dire, je fais une campagne d'affichage, j'ai tout résolu. Est-ce que vous faites une campagne d'affichage? Enfin, comment vous pensez à la communication à destination de ces personnes-là? Si vous êtes un centre de recherche sur l'illettrisme, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire des campagnes écrites. Où est-ce qu'on met de l'affichage? Est-ce qu'on s'adresse, on le voit très souvent dans les centres sociaux, quand on travaille la partie design avec Sabine, il y a tellement d'informations quand on entre dans certains espaces qu'elle devient absolument illisible. Donc c'est pas parce que vous dites, là il y a une permanence d'accompagnement à l'accès aux droits de 17 à 18 heures que les gens qui rentrent là, ceux qui rentrent là, je ne parle pas de ceux qui rentrent pas, ils vont voir cette information-là au milieu des autres. Est-ce qu'il faut faire des pictogrammes ou ça? Est-ce qu'on se met dans les lieux où a lieu l'offre ou est-ce qu'on va dans un centre commercial parce qu'on veut capter des publics qui ne viennent pas dans notre lieu? On parle beaucoup d'aller vers. Aller vers, c'est pas simplement sortir de chez soi, son institution. C'est où est-ce qu'on va là, pour aller capter des publics qui ne viennent pas, ce qui est une bonne démarche. Mais toute la question, c'est de dire vers quel public on va, ce qui est assez vertigineux pour le coup. Et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, on a peu d'évaluation. C'est des choses que la CAF était capable de faire pour les allocations logement. Elle allait se mettre dans les universités. Les étudiants sont là, je vais me mettre là. Ça permettait quand même de capter les étudiants directement dessus. Il y a certains CCAS et autres qui font de la communication dans des centres commerciaux, dans des galeries marchandes, parce qu'ils vont trouver là des gens qui ne voient pas forcément dans leur lieu le reste du temps et à des moments où ils y sont là-dessus. Et c'est d'ailleurs une... je ne sais plus où j'en suis, j'ai encore 10 minutes. Oh, mais j'ai encore 10 minutes. C'est l'une des choses aussi importantes en termes d'offres, c'est de penser les plages horaires, pour le coup. C'était une chose assez manifeste qu'on a. C'est l'un des onglets qu'on a mis, nous, sur notre portrait numérique de territoire.
où il y a toutes les offres avec à peu près comme toutes les cartos. Là, on dit à peu près. Alors, quelle offre? Nous, on l'a classé par besoin plutôt que par offre, en l'occurrence. J'ai besoin d'un accompagnement social, j'ai besoin d'un accompagnement, etc. Donc, les lieux sont classés selon ça. Ils disent ce qu'ils font, un peu comme dans l'indice de fragilité numérique. Mais il y a aussi les horaires, en l'occurrence. Les plages horaires. Et on a fait le jeu parce que je suis un peu sensible à ces questions de temporalité. On a dit on va enlever toute l'offre qui a lieu aux heures de bureau, par exemple. Ben, il restait 2 offres sur le territoire, sur 80. Donc quand on se dit qu'on veut capter des personnes qui ne sont pas ceux qui viennent généralement à toutes les propositions d'accompagnement, d'éducation au numérique, qui sont généralement les personnes retraitées, il faut aussi arriver à penser des offres qui correspondent au public dont on parle et qui sont sur des créneaux horaires, en l'occurrence, qui correspondent à leur rythme de vie. Sinon, on surdétermine le public qu'on va avoir à l'offre qu'on propose, même si elle est super bien. Si vous dites il faut que je touche des jeunes ou des personnes qui travaillent, il faut arriver à avoir une offre qui n'est pas au moment où les gens travaillent. C'est une chose assez basique qui n'a pas grand-chose à voir avec le numérique, mais c'est aussi ce qui permet d'expliquer à la fin qu'on arrive à toucher certains publics et pas d'autres, en l'occurrence, sur certaines choses. Je vous ai dit déjà un peu certaines choses, je vais peut-être pas tout reprendre. J'ai mis en tout petit le début parce que vous l'avez largement engagé, repérage, interconnaissance des acteurs qui fait quoi, ce qui est un peu le b.a.-ba, faire une carto, vous avez fait déjà plein de choses, donc vous êtes super avancé. Identifier les publics visés, c'est pareil, je pense que les exemples de stratégies numériques locales qui marchent, elles ont généralement défini un public de manière très précise, c'est-à-dire qu'elles se donnaient les moyens de le recruter, en fait, et donc de mesurer ce que l'offre avait produit sur ces publics-là. Je pense au Sud-Charente, en l'occurrence, qui a très bien travaillé la chose, qui est arrivé sur cette question-là de manière indirecte. Ils ne s'étaient pas dit qu'ils allaient faire ça au départ, à destination des jeunes en RSA. Des jeunes qui étaient en insertion et puis qui arrivaient au RSA, où ils leur proposaient un peu un accompagnement. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas très bons en numérique. Du coup, ils se sont dit, en fait, il faut faire un truc en numérique. Et comme il y a une orientation là et que c'est maîtrisé au niveau du département, ils arrivent à avoir des classes de public en entier. Et là, ils les suivent et ils ont mis en place tout un accompagnement. Ça leur permet de suivre, d'avoir des cohortes et d'identifier tous les publics. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire nécessairement ça. Mais pour le coup, il y a vraiment une chose en termes de public. L'inclusion numérique, grosso modo, il y a 2 pôles quand on en parle. Il y a lutter contre l'exclusion due à la dématérialisation, c'est-à-dire faire en sorte que les gens fassent leurs démarches administratives en ligne, ou les rendre autonomes numériquement. Ce n'est pas les mêmes compétences à mettre en face, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas les mêmes lieux. C'est ce que je vous disais, vous pouvez faire le premier avec de l'offre spontanée, mais vous n'aurez pas des gens autonomes. Si vous des gens qui sont éloignés du numérique, vous les recevez en 30 minutes pour faire leur télédéclaration d'impôt, l'année d'après, ils reviendront. Parce qu'ils n'auront pas les compétences de base pour le faire par eux-mêmes. Donc à l'autre bout du spectre, sachant qu'il y a des graduations, il y a des compétences de base, il y a un peu plus, il y a la traçabilité des données avec des enjeux de citoyenneté sociale très forts. C'est important aujourd'hui de savoir un peu ce que c'est que la traçabilité des données. S'il y a le développement de la démocratie en ligne, etc., qui se fait, il faut aussi maîtriser ce qu'on a, ne pas se faire avoir sur des fausses plateformes, savoir lire des adresses URL pour ne pas donner de l'argent, etc., etc. Donc on voit que le spectre est assez long. Ça ne veut pas dire que on ne se choisit qu'un public avec un seul gradient. On peut avoir des publics différents et se dire on va faire de l'accompagnement des démarches administratives des personnes de plus de 80 ans, parce que c'est peut-être pas l'enjeu premier de les mettre dans la société numérique par rapport à un jeune de 22. Mais c'est important de quelle définition on donne à l'inclusion et quel public on choisit pour. Je pense que ça permet en l'occurrence d'avoir des objectifs qu'on peut saisir derrière, sinon on est un petit peu dans le flou. Les articulations entre acteurs sont importantes, mais elles découlent de ça, parce que tous les acteurs ne savent pas tout faire en matière de médiation numérique. Un conseiller numérique France Service, a priori, il ne va pas faire de l'administratif des agents des EFS, parce qu'il n'a pas cette technicité-là. Et l'agent des EFS, il ne fait pas non plus ce que fait un travailleur social quand on vient dans de la très grosse complicité administrative. Et ce n'est pas non plus la même chose que ce que fait quelqu'un dans un Fab Lab qui va montrer comment marche une imprimante numérique, ce qui peut être un très bon moyen d'intéresser les gens au numérique, parce que très étonnamment, c'est quand même beaucoup plus sexy, on apprend beaucoup mieux dans un Fab Lab que sur une déclaration d'impôt. C'est pas une boutade en fait. C'est-à-dire que si vous voulez engager des gens vers le numérique, généralement, il faut taper dans des zones de plaisir. Et les endroits où ça marche, on fait faire des trucs au numérique. On fait faire du numérique aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. En fait. Et c'est ça qui est vachement bien dans les Fab Labs, c'est que les dames, elles repartent après avec un tricot numérique. Elles ont échangé des patrons sur un logiciel. Elles ne s'en sont pas rendues compte. On leur a pas fait de la saisie de souris, etc. Elles ont fait la chose et après on a dit, vous voyez, vous savez faire.
Mais c'est sûr que quand on parle de la déclaration d'impôt et de la création d'un compte administratif, pour se mobiliser cognitivement, c'est pas la même chose et on apprend moins bien. C'est de l'andragogie de base, ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec le numérique. Et dans les centres de recherche sur l'illettrisme, ils savent ça par cœur. Dernier point pour qu'on ait le temps d'échanger, parce que je peux forcément pas tout dire, vous aurez mon diaporama. L'un des risques du coup, de cette gradation et de se dire que tous les acteurs ne peuvent pas tout faire, c'est qu'on va se dire on va orienter. Alors ça suppose qu'il y a un réseau, mais le réseau il a l'air d'être pas mal engagé. On sait où sont les acteurs et ce qu'ils font. Et on se dit en fonction des publics, on va pouvoir les orienter. C'est-à-dire que moi, Image Connect, puisque j'ai vu qu'il y en avait, je peux accompagner sur les démarches administratives ou au CCS parce qu'il y a un CNFS. Et puis si on est sur quelque chose de plus technique en termes de numérique, je peux orienter à la bibliothèque où ils ont quelqu'un qui est très bon, etc. Donc on peut faire ce qu'on appelle des parcours de capacitation, nous, au Lab Accès, pour rendre les gens capables à la fin. C'est aussi intéressant de savoir ce qu'ils veulent faire, les gens, c'est-à-dire de ne pas leur imposer une autonomie numérique, de choisir, qu'eux puissent choisir ce qu'ils veulent faire. L'un des risques là-dedans, et on le voit très très bien dans le suivi des parcours d'accès au droit, pour le coup, sur des questions sociales, il y a des liens de confiance qui se font avec certains interlocuteurs quand on est pris en charge. Quand on oriente sur un autre acteur, il y a un risque toujours assez fort qu'il y ait un abandon en cours de route de l'usager. Et ça, d'autant plus que pour l'usager, c'est coûteux de faire la démarche. Donc, vous pouvez vous dire, c'est bien de savoir que si c'est un peu plus technique, on va pouvoir orienter vers l'association de médiation numérique qui est à côté. Mais s'il n'y a pas un référent, il y a un risque très fort de perdre les gens. Et à l'inverse, quand on met un référent de confiance, ce qui veut dire qu'il s'institue en tant que tel et qu'il peut passer le coup de fil, accompagner physiquement, demander comment ça s'est passé, les gens suivent le parcours beaucoup plus. C'est un peu la même idée que par rapport à l'offre. C'est pas parce que vous pensez des parcours que les gens vont suivre le parcours. En l'occurrence, on voit que quand on suit ce qui fait que des parcours fonctionnent et que finalement les gens arrivent au bout, et je serais très curieux de l'évaluation des passes que vous allez mettre en place parce qu'on n'arrive pas à avoir une évaluation des passes numériques au niveau national, savoir qui les a consommés, comment, et in fine, qu'est-ce qu'ils ont appris au bout de la consommation de leur 10 chèques. Le Covid n'a pas arrangé les choses, mais voilà, il y a aussi que c'est un peu compliqué d'avoir de l'éval parce que finalement, si on ne sait pas ce que ça a produit, on aura juste, voilà, il y a 150 000 personnes en France qui ont eu des passes numériques, mais bon, on ne sait pas ce que ça a produit, donc j'aime bien que les choses soient évaluées. Sur les notions de parcours, c'est la même chose. Si on veut que les personnes restent dans le parcours, c'est coûteux d'engager les gens dans des démarches là-dessus. Vous avez vu que là, il se trouve que les choses ont été faites de telle manière qu'on essaye d'intéresser les gens aux questions numériques, alors à partir soit d'une épidémie, enfin d'une pandémie, soit de questions administratives. C'est quand même des croche-pattes magistraux d'un point de vue pédagogique. Donc il faut quand même remettre du plaisir, des choses un peu ludique pour réengager les gens là-dedans. Ça prend du temps, du coup, il faut les engager dans les parcours et il faut les tenir dans les parcours. Sinon, il y a des risques d'abandon. C'est-à-dire qu'en entrée, on aura plein de gens, mais si on regarde à mi-distance, il y aura peut-être la moitié des personnes. Et du coup, dans la perspective d'un observatoire qui permettrait de voir ce que produisent les effets de ce qu'on fait, parce que c'est quand même aussi une chose intéressante, c'est bien d'assurer un peu cet aspect-là. J'espère que ce n'était pas trop confus et aller un peu vite, mais je voulais garder un peu de temps pour quelques questions avant le retour. Merci à vous.